Aujourd'hui, je vais vous parler de l'instant de Belgitude numéro 4 qui s'intitule Que s'est-il passé en Belgique durant la Seconde Guerre mondiale? Alors, tout d'abord, avant de commencer, je vais vous parler de deux choses que j'aimerais vous faire savoir. C'est que je vais d'abord vous prouver dans cette émission que contrairement à ce que les gauchistes, qui ont malheureusement beaucoup trop la parole, nous expliquent, je démontrerai que, par exemple, que non, le roi Léopold III n'est pas le maréchal Pétain belge, comme les gauchistes nous l'expliquent. Évidemment, critiquer le roi de Belgique est évidemment entendable, comme tout le monde le sait, personne n'est parfait, il fait des erreurs, mais le critiquer de façon aussi dégueulasse et de la sorte en utilisant quasiment toujours la loi Godwin est inacceptable, bordel. C'est le symbole de la Belgique, le roi de Belgique, et les gauchistes aiment dans leur processus de déconstruction et d'assassinat de notre patrie et de la civilisation occidentale tout entière, et les gauchistes utilisent tous les moyens à leur disposition pour détruire celle-ci en saccageant nos monuments, nos symboles, notre passé et notre âme. Dans un deuxième temps, je vais vous démontrer que contrairement en fait au récit gauchiste, non, la résistance n'était pas que la gauche, très loin de là. Et la collaboration n'était pas que la droite, mes chers gauchistes. J'en ai absolument rien à foutre de ce que vous pouvez penser. Tout ce que je veux est l'exactitude historique, rien de plus. En dehors de ça, je vais essayer de vous retracer comme je le peux avec les informations que j'ai en tout cas pu récolter, et de manière la plus exacte que possible le déroulement des événements avec les différents acteurs qui ont pu marquer notamment le conflit et l'occupation qui s'en est suivie, et par la suite de la libération de la Belgique, de ma patrie. C'est une histoire méconnue de la Seconde Guerre mondiale. En tout cas, je vous remercie pour votre compréhension. Parlons d'abord de l'invasion de la Belgique. Celle-ci a eu lieu le 10 mai 1940. La Belgique, après 18 jours de combats acharnés, avait perdu la guerre. Mais pour autant, elle avait les moyens de pouvoir la gagner avec une force militaire la plus grande de son histoire. Malheureusement, le moral va être au plus bas. Revenons brièvement sur les événements principaux. D'abord, les Belges se sont retirés entre les positions fortifiées d'Anvers et de Liège. Les Allemands privilégiaient la guerre de mouvement. La déchéance de la Belgique va commencer lorsque les Allemands vont prendre de court les Belges avec leurs parachutistes capturant le fort stratégique de Eben et Mal. La poussée allemande va être majoritairement localisée dans les Ardennes. Et finalement, la guerre se termine avec les carabiniers et les chasseurs ardennais qui se battent de façon héroïque avant de se faire encercler sur le front de la Lys, aussi appelée la poche des Flandres. Parlons maintenant de la capitulation. Celle-ci est sans condition. Le premier ministre de l'époque, Hubert Pierlot, va se distancer du roi Léopold III, celui-ci préférant, en parlant d'Hubert Pierlot, se réfugier à Londres auprès des Alliés, tandis que le roi de Belgique, Léopold III, se constitue comme prisonnier. Celui-ci, peu de temps après, en novembre 1940, va rencontrer Adolf Hitler pour lui proposer une paix et exigea d'autres choses comme par exemple le retour de tous les prisonniers belges, l'augmentation des rations pour les Belges. Pour autant, Hitler ne va pas se montrer intéressé par cette proposition. En se constituant en tant que prisonnier, le roi en quelque sorte partagera le sort des soldats prisonniers, même si c'est au château de Laeken. En plus, il a évité un bain de sang épouvantable. Mais la grosse erreur de Léopold III est d'avoir épousé Liliane Bals en septembre 1941. Notamment, certaines femmes belges se sentaient délaissées, notamment lorsque leurs maris furent déportés en Allemagne ou étaient morts. Les ministres à Londres, donc c'est le gouvernement en exil, estimaient que le roi, en tant que chef des armées, devait abandonner ses soldats, de ne pas être retenu en tant que prisonnier dans le cas d'un encerclement par les ennemis. Pour autant, avec son action, le roi Léopold III a sauvé des milliers de vies. Parlons maintenant du rôle de Léopold III. Celui-ci pense qu'en restant en Belgique, il peut rester parmi son peuple et de pouvoir, tout comme lui, de partager les difficultés liées à l'occupation. L'historien britannique Liddell Hart avait une analyse assez fine sur le sujet, je cite. Si le roi Léopold avait quitté la Belgique dès le 25 mai 1940, comme ses ministres et Churchill l'y poussaient, l'armée belge eût sans doute immédiatement déposé les armes et les chances des Anglais d'échapper à l'encerclement eussent été minces. On peut donc soutenir raisonnablement que l'armée anglaise a été sauvée par le roi Léopold, qui devait être par la suite si sévèrement jugé en Angleterre comme en France.
Le roi avait adopté une politique de stricte neutralité. Sur le site liège.zrovko.be, nous pouvons y lire, je cite à la page numéro 2, et de toute façon, toutes les sources sont en description de la vidéo. Sur ce site-là, à la page numéro 2, je cite, mentionnons enfin que le général Charles de Gaulle avait envoyé un télégramme au roi Léopold III le 21 juillet 1940, jour de notre fête nationale, dans lequel il le félicitait ainsi que son armée pour leur courage et leur dignité. Selon le même site que je vous ai mentionné précédemment, je cite à la page numéro 3, l'amiral Lord Roger Keyes est resté auprès du roi du 10 au 27 mai et il affirmait qu'il transmettait régulièrement des informations à Londres. Selon le même site, je cite, selon John Colville, l'histoire jugera probablement l'acte du roi Léopold III tout autrement que l'opinion d'aujourd'hui et retiendra qu'il a été un bouc émissaire très utile aux Alliés. Ça, l'on peut le retrouver sur ce site-là à la page numéro 3. Voici une phrase qui résume bien le traitement dont beaucoup de médias réservèrent au roi Léopold III, très souvent évidemment des médias gauchistes. Léopold III, que les gauchistes le veuillent ou non, est un symbole de la Belgique puisqu'il fut notre roi. Selon le site de la bibliothèque.territoire-mémoire.be à la page 31, le roi, en étant retenu prisonnier avec sa famille à l'époque, ne voulait être libéré que si et seulement si il n'y aurait pas eu de conséquences pour les déportés les prisonniers. Même les représailles contre sa famille ne l'empêchera pas, car sa volonté première était le bien de son peuple. Parlons maintenant de la déportation de la famille royale de Belgique. Le roi Léopold III et sa famille ont été déportés par les nazis en Allemagne puis en Autriche, car les nazis avaient une très mauvaise opinion de la famille royale belge, car quelques années plus tôt, en 1942, plus précisément le 17 décembre, le roi s'était opposé au travail obligatoire en Allemagne, ce qui n'avait pas du tout plu à Hitler, qui l'a menacé de le déporter si cela se reproduisait à l'avenir. Fort heureusement, les Américains sont venus à leur rescousse à la fin de la guerre. Parlons maintenant de la résistance belge de droite. Lorsque nous pensons à la résistance belge, nous pensons directement au cardinal Van Rooij. C'est en effet lorsque le roi fut avec sa famille déporté en Allemagne, puis en Autriche, qu'il se considéra comme l'adversaire le plus dangereux de l'occupant. Il s'opposait aussi aux occupants allemands car il risquait de s'emparer des œuvres et des institutions profanes du monde catholique et il était absolument outré de l'attitude de Rex qui voulait seulement autoriser le libre exercice du culte et de la prédication. En 1940, la belgiciste Légion belge, celle-ci était destinée à protéger le roi, combattre les rexistes, les collabos nationalistes flamands et les communistes. Celle-ci va plus tard, en 1941, rejoindre les efforts des alliés anglo-saxons, mais c'est un mouvement clairement fasciste. Pourtant, ceux-ci ne voulaient pas que la Belgique soit un État satellite du Troisième Reich. En 1936, ils étaient 15 000 avant la guerre, 5 000 et 500 durant l'occupation. Nous avons aussi dans la résistance un mouvement appelé le Mouvement national belge qui regroupait notamment des bourgeois catholiques. Ce mouvement aidait des personnes à rejoindre l'Angleterre, tenait aussi un journal appelé La Voix des Belges. Il pratiquait des sabotages et effectuait un travail de censure, notamment sur les lettres de dénonciation. Il comptait durant l'occupation 15 000 membres. Le mouvement national royaliste était constitué d'anciens rexistes qui se sont distancés de leur ancienne famille politique. Ils étaient 8 527 membres durant l'occupation. La Phalange, ce mouvement n'est pas d'accord avec la position neutraliste de Léopold III, il voulait se ranger entièrement du côté des Alliés. Cette organisation sera plus tard intégrée par l'armée belge en mars 1941. Ils voulaient empêcher ceux qu'ils appelaient les fouillards, donc l'ancien gouvernement réfugié à Londres, de retourner en Belgique. Alors ce mouvement nationaliste n'a pas basculé dans la collaboration grâce à son patriotisme. Le fondateur de ce mouvement, dont vous voyez ici la photo, sera déporté en Allemagne et mourra dans les camps de concentration. En novembre 1940, la Phalange comptait 1100 membres. Nous avons aussi l'organisation armée secrète, qui est le mouvement le plus puissant à la veille du débarquement allié. Celui-ci a fait gagner un temps précieux aux troupes alliées. L'organisation armée secrète avait notamment un meilleur matériel et aussi au niveau de l'encadrement que les milices patriotiques, ce qui a fait qu'elle était plus populaire. Celle-ci comptait 54 000 membres. Le mouvement des affranchis fut créé par Camille Trom
Au début de 1941, elle fut une résistance civile pendant tout un temps, et c'est seulement en mai 1944 que ce mouvement va se lier en tant que brigade de choc, et donc celle-ci s'est organisée en tant que résistance armée en s'affiliant au mouvement national belge. Ce mouvement comptait entre 500 et 845 membres. L'Armée de libération est un mouvement démocrate chrétien résistant fondé par Antoine Delfosse. Celle-ci avait une exception, c'est que la majorité de ses membres étaient démocrates chrétiens. Même si au début elle recrutait d'anciens militaires et gendarmes, sur le site Belgium World War II, il est dit, de manière assez classique pour une formation résistante de droite, même si elle ne se reconnaissait pas comme telle, et puis par la suite, il est dit qu'elle a fait venir dans sa formation politique résistante la Belgische Vrijwilliger Legion, donc ça veut dire la Légion des volontaires belges, qui était chrétienne et progressiste. Je pars du principe que si le site a dit que le mouvement était de droite, le mouvement était de droite. Cette formation résistante était de droite car elle s'était alliée à l'armée secrète qui est de droite elle aussi. Cette formation donnera le parti d'Union démocratique belge, notamment peu de temps après la guerre, mais qui disparaîtra peu de temps après. Dans cette organisation résistante, il y avait un de ses membres qui fut Émile Boufflette, qui a aidé les réfractaires et les juifs, mais malheureusement il fut envoyé dans un camp de concentration, et cet Émile Boufflette était un abbé. Ce mouvement comptait 7200 membres. La Brigade Blanche fut une organisation résistante qui était composée en majorité de policiers. Le mouvement fut créé en 1940 mais gagna en importance en 1941. Comme le stipule la bibliothèque Andana, je cite, c'est le seul mouvement de résistance armée qui avait une dimension nationale qui a été créé en Flandre. Fondée par Marcel Louetz, elle se différencie des autres groupes de résistance dans sa spécialisation dans la propagande anti-allemande du fichage des collabos. Mais aussi, la Brigade Blanche fut nommée ainsi en opposition à la Brigade Noire, qui était composée de SS et qui avait pour rôle la propagande du VNV. Cette organisation comptait 3750 membres. L100 fut un groupe de résistants. Celui-ci comptait 307 membres. Il fut fondé par Henri Javot, qui était un ancien soldat de la Première Guerre mondiale, devenu officier donc de droite. Je dis donc de droite parce que tout simplement, évidemment, tous les gens qui étaient à l'armée, notamment durant les guerres, et avec toute la conscription, lorsqu'on est soldat, on n'est pas forcément de droite. Mais si on monte dans les rangs, ça veut dire qu'on est de droite. Quand je dis monter dans les rangs, ça veut dire en grade. Plus on monte en grade, plus on devient de droite en quelque sorte. Et donc, il est devenu officier et notamment, il avait participé à la Première Guerre mondiale et il avait reçu la Légion d'honneur. Ce groupe de résistance était spécialisé dans le sabotage ferroviaire. Puis nous avons la Kempische Legion ou Légion campinoise. La Campine est une région belge. Celle-ci fut fondée en 1942 par l'adjudant Omer Bonbon. Et je parle pas de la bière parce qu'il y a aussi une bière en Belgique qui s'appelle Omer Bobon. En décembre 1942, celle-ci comptait 4200 membres. Cette association collectait des informations. Elle aidait aussi les prisonniers, elle transportait des armes et elle cachait les pilotes tombés au combat. Nous avons aussi l'organisation militaire belge de résistance qui fait un mouvement de résistance. Celui-ci comptait 3112 membres. On n'a pas plus d'informations à leur sujet. Insoumis fut un mouvement de résistance. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il est de droite, même si des gauchistes en France ont repris le même nom pour leur parti, car dans les membres les plus importants, donc notamment le fondateur du journal, car oui, avant d'être un mouvement de résistance, celui-ci fut un journal créé par Georges Nemeguer, qui fut un commandant, mais aussi Pierre Briers, qui fut commandant national en juin 1944. Le mouvement comptait 7000 membres. Nous avons aussi le groupe G, qui était lié à l'Université libre de Bruxelles. Les gens vont me dire, oui, mais l'Université libre de Bruxelles a été créée par un franc-maçon en opposition à l'Université catholique de Louvain. Mais non, mais là, c'est pas du tout la même chose. Ça ne veut pas dire que des gens dans cette université ont pu être liés à ce groupe de résistance qui sont forcément francs-maçons, voilà, ou forcément de gauche. Cela ne veut absolument rien dire. Il y a notamment des membres de l'université qui ont fait partie de ce mouvement de résistance.
et celle-ci a une forme d'élitisme. C'est pour ça que je dis que les membres de cette organisation sont de droite, parce que même si l'université était constituée majoritairement de libéraux et de socialistes, mais par rapport à aujourd'hui, déjà, il serait vu de droite, et l'élitisme est une valeur de droite en opposition à l'égalitarisme gauchiste. C'est en 1942, avec le parachutage d'un certain André Wendelin, que les Britanniques lui ont demandé de créer un réseau de sabotage en Belgique. Et en 1944, ils ont réalisé des actions de sabotage et de guérilla au service de l'armée secrète. Entre mars et septembre 1944, près de 20% de ses membres vont se faire réprimer par la Gestapo, et cette organisation comptait environ 4000 membres. Nous avons aussi le groupe NOLA qui comptait 239 membres. Il fut fondé par le capitaine Durieux. Ce groupe se spécialisait dans les opérations de contre-sabotage. Le capitaine a notamment aidé les évadés à rejoindre les zones libres contrôlées par les Alliés. Le service D comptait 1427 membres et il fut fondé en juillet 1940 par Joseph José. Ce groupe se spécialisa dans la subtilisation des lettres de dénonciation, mais aussi d'avertir les personnes concernées et de savoir qui a dénoncé. Maintenant, passons à la résistance belge de gauche. Nous avons tout d'abord le Front de l'indépendance. C'est le mouvement le plus étoffé, mais à la libération, où on va commencer à voir ses faiblesses. Celui-ci a été créé par le Parti communiste de Belgique peu de temps avant l'opération Barbarossa, mais il va commencer à prendre de l'ampleur à ce moment-là, rallié par des penseurs libéraux. Il a créé donc des comités d'aide aux réfractaires du travail obligatoire, et c'est aussi un mouvement de propagande. C'est grâce au comité de lutte syndicale que par la suite, il y aura des arrêts de travail et des sabotages contre l'occupant, notamment au niveau des usines de production à destination de l'Allemagne. Cette organisation comptait 35 152 membres. Une autre organisation est celle des partisans armés, aussi appelée armée belge des partisans, qui va conduire une série d'attentats contre les nazis, mais aussi d'exécuter des bourgmestres rexistes. Cette organisation était constituée d'anciens de la guerre d'Espagne, des militants de l'internationale communiste, mais aussi par des intellectuels. En 1943, malgré une baisse du nombre de membres à cause des arrestations, pourtant, il va avoir une vague de membres qui vont arriver, notamment de milieux non politisés, révoltés du travail obligatoire, imposé par l'Allemagne. Ceux-ci viennent majoritairement de Bruxelles et des bassins industriels wallons. Selon le site de World War II Belgique, le titre de la page est intitulé Partisans armés. Et donc, je vous explique ce qui s'est passé. C'est après la guerre, donc en 1944-45, que le PCB va utiliser son bras armé pour mettre une pression sur le gouvernement belge. Le PCB appelle à marcher sur Bruxelles, donc le PCB c'est le Parti communiste belge, il appelle à marcher sur Bruxelles, ce qui me rappelle la marche sur Rome de Mussolini en 1922, et donc marcher sur Bruxelles signifie forcément un coup d'État. Les communistes étant victimisés par la gendarmerie et la plupart des militants, notamment de l'organisation des partisans armés, étant juste là pour chasser l'occupant du pays et pas pour des motifs idéologiques, faisant totalement effondrer l'organisation et le PCB peu de temps après la guerre. Cette organisation comptait 13 246 membres. Les milices patriotiques étaient de gauche, mais étaient plus de la famille socialiste que communiste. Celles-ci ont été créées très tard, peu de temps avant le débarquement, et donc celles-ci ont fait contrepoids aux partisans armés communistes que j'ai notamment mentionné plus tôt dans la vidéo. Celle-ci comptait 22 006 membres. Nous avons aussi eu le réseau Socrate. Celui-ci est constitué majoritairement par des démocrates chrétiens. Celui-ci a été créé en novembre 1943, lorsqu'il y a eu des arrestations massives qui ont désorganisé l'aide aux réfractaires du Front de l'indépendance. Ce réseau va permettre l'aide financière aux réfractaires. Le nombre de membres est inconnu. Et puis nous avons le comité de défense des Juifs qui fut créé à la suite de rafles qui ont eu lieu entre août et septembre 1942. Celui-ci avait eu notamment pour objectif de permettre de trouver des lieux d'hébergement pour les Juifs. Cette organisation a eu aussi des relations avec des lieux d'hébergement tenus par des ecclésiastiques comme l'abbé André ou du père Henri Renders. Pour ne citer que, le nombre de membres est inconnu. Son fondateur est le communiste Herz Jospa. Passons maintenant aux collabos de gauche. Henri Demann, celui-ci est le dirigeant du Parti ouvrier belge,
qui est l'un des 3 grands partis du pays. Donc ce n'est pas n'importe qui. Les gauchistes sont des hypocrites. La preuve ici est que Henri de Man, ce qui va le faire dévier vers la collaboration avec l'Allemagne nazie durant la Seconde Guerre mondiale, est qu'il voulait lutter contre le fascisme avec ce qu'il appelait le plan du travail. Même en étant ministre, il n'arriva pas à inverser la tendance, ce qui va le faire dévier du côté autoritaire du spectre politique, car selon lui, la démocratie parlementaire était incapable de briser le pouvoir de la finance. Il se soumit encore plus face à l'Allemagne et c'est à ce moment-là qu'il veut dissoudre le Parti ouvrier belge, mais sans succès. Il va se faire encore plus victimiser par les nazis et va partir en exil en Suisse. Nous avons aussi Edgar Delvaux. Avant d'être membre du POB, il passe du côté du VNV en juillet 1940. Par la suite, en 1942, il est devenu le chef de l'Union des travailleurs manuels et intellectuels. Il a collaboré de façon très étroite avec les SS. Malgré tous ses soutiens du démon, le nombre d'adhérents de son mouvement s'effrite et il séjourne en exil en Allemagne. Et il a eu notamment le feu vert pour rentrer en Belgique en 1974 par un gouvernement de socio-chrétiens et de libéraux, bref, des gauchistes. Et ce mec a vécu jusqu'en 1999 et est mort en 1901 et est mort à 94 ans, comme quoi la haine fait vivre plus longtemps. Joseph Spilett, il fut un ancien piocheur de la SNCB. La SNCB, c'est notamment les cheminots, et à ce que je sache, ce ne sont pas ceux qui votent le plus à droite, et il fut nommé en tant que rédacteur en chef du journal de Charleroi. Pierre Hubermont, il fut un écrivain influent dans le monde littéraire prolétarien, il fut lui-même mineur. Il devient rédacteur du Nouveau Journal et président de la communauté culturelle wallonne, et notamment il possède aussi une revue appelée Wallonie. Plus tard, en 1941, il prendra la tête d'un journal soutenu par l'Allemagne, la Legia. Il est libéré en 1950, de nouveau sous un gouvernement de gauche, le Parti social-chrétien. Nous avons Julien Velu, mais en fait ici, d'après mes recherches, d'un côté nous avons le blog Institut d'Estrée qui explique qu'il aurait été rexiste, notamment un article qui a été écrit par un historien belge du nom de Paul Delforge, et puis nous avons sur le site de Nation, qui est un mouvement politique de droite républicaine belge, qui nous explique, je cite, 1933-1942-43. Il y a une claire et historique collaboration des pères du Parti socialiste belge avec le régime nazi-allemand, Henri de Man, Edgar Delvaux, Alphonse de Bougne, Roger de Maure, Julien Velu, Pierre Hubermont, Georges Scaillet, etc. D'après le site Nation, il aurait été socialiste parmi d'autres personnes. J'ai cherché des informations à son sujet sur Internet, mais je n'ai rien trouvé, ou quasiment rien. De même, pour les noms suivants, Alphonse de Bougne, il aurait été, d'après Wikipédia, l'un des fondateurs de l'organisation Les Amis du Grand Reich. Concernant Roger de Maure, aucune information à son sujet, à part qu'il aurait été à la tête des cercles wallons de l'organisation des Amis du Grand Reich, allemand. D'après Wikipédia, notamment pour Georges Scaillet, en dehors de Wikipédia, qui mentionne qu'il aurait été le dirigeant de l'organisation Les Amis du Grand Reich, aucune autre information à son sujet. Et pour conclure, sur le site de Nation, il n'y a aucune source, donc cela les décrédibilise. Un peu après, il y a peut-être des livres qui parlent de ces personnages, mais en tout cas, je n'en ai pas eu connaissance. Donc, je pencherai plus sur le fait que Julien Velu était un rexiste, même si d'après Wikipédia, les Amis du Grand Reich recrutaient des gens majoritairement de gauche opposés au rexisme. Selon une source qui m'a l'air d'être très sérieuse, à la page 70, il est dit, je cite, « Le pouvoir passin Julien Velu, ex-rexiste, partisan convaincu du germanisme ». Et cette source, c'est le document écrit par Francis Ballas, intitulé « Jour de guerre », le tome numéro 8, Jour noir. Francis Ballas, qui est aussi un historien, donc cela confirme qu'il était de droite, même si son organisation était composée majoritairement de gens de gauche. Concernant Roger de Maure, nous avons plus d'informations à son sujet, à la page 77 du document. Nous avons un passage où il est dit clairement que Roger de Maure fut l'adjoint d'un certain Paul Garin, qui fut avant d'être un membre de Rex, un membre de la branche romaine du Verdinasso, et avant ça, il fut membre des jeunesses socialistes. Georges Scaillet, qui fut un représentant du commerce, à la page 71 du document. Puis nous avons Fernand de Housse, qui fut un ancien libéral et anticlérical et proche d'un certain Édouard Englebert, qui fut un haut gradé dans la franc-maçonnerie locale. Fernand de Housse
aura l'outrecuidance de condamner Léopold III alors que lui a fourni des informations à l'ennemi, notamment en étant en contact avec Karl Nossent, qui fut de la Gestapo et qui traquait la résistance et qui voulait neutraliser la gauche modérée liégeoise. Parlons maintenant de la collaboration de gauche, mais des mouvements. L'Union des travailleurs manuels et intellectuels fut fondée par Henri Demann et est une organisation syndicale qui fut créée en 1942. Et l'organisation devient, en 1942, de plus en plus nazie. Elle encadre le travail obligatoire en Allemagne, mais elle n'a pas eu tellement d'influence, même si elle regroupait 250 000 travailleurs. Les Amis du Grand Reich allemand fut une organisation fondée le 13 mars 1941 et possédait des journaux. Elle rassemblait 80% des prolétaires, donc majoritairement de gauche. Elle était constituée d'anciens rexistes et de socialistes. En 1943, elle comptait 1500 membres. Parlons maintenant des collabos de droite de Léon Degrelle. Alors, le projet de Léon Degrelle, en tout cas, si vous ne savez pas qui est Léon Degrelle, je vous en avais déjà parlé dans le numéro 1 de l'instant de Belgitude. Et donc, Léon Degrelle, à partir de son discours du 17 janvier 1943, Degrelle va aller encore plus loin dans la collaboration en expliquant avec une réécriture de l'histoire malhonnête et fallacieuse que la Wallonie aurait selon lui toujours été germanique et que donc celle-ci devait être intégrée dans le Reich, et donc Degrelle a vendu son âme au diable en détruisant purement et simplement l'idée de Belgique. Parlons notamment maintenant des organisations qui furent liées à Léon Degrelle. Rex fut le parti de Léon Degrelle qu'il crée en 1935. Celui-ci n'est plus que l'ombre de lui-même en 1940. Mais ce parti espère tirer profit de cette invasion pour gagner en importance au sein de l'Ordre Nouveau. La Légion Wallonie fut une force armée composée de volontaires recrutés par le parti Rex pour combattre aux côtés des Allemands sur le front de l'Est. Avec celle-ci, Degrelle gagne de l'importance par rapport aux yeux des dirigeants nazis, notamment au niveau de la collaboration militaire. La Légion Wallonie comptait entre 7 000 et 8 000 membres. Nous avons eu aussi la formation de combat. Celle-ci comptait 4 000 membres. Celle-ci fut envoyée sur le front de l'Est et rejoindra les bandes armées à la fin de l'occupation. Nous avons comme autres collabos notamment Staff de Klerk et Hendrik Elias. Alors, Staff de Klerk est celui qui a créé le Vlaams National Verbond. Je vous en avais parlé précédemment, le VNV. Il a fondé ce parti en 1933. L'objectif principal de son organisation est la création d'un pays Tiwa, qui est la fusion entre la Flandre et les Pays-Bas. Après sa mort le 22 octobre 1942, son organisation sera tiraillée entre les partisans d'un pays Tiwa et de la Grande Allemagne. Son successeur sera Hendrik Elias. Il ne sera plus dans le pan-germanisme, mais continuera de collaborer activement avec l'ennemi. Il sera condamné à mort, mais il sera gracié en 1951 par un gouvernement gauchiste, mais il sera condamné à la prison à perpétuité, finalement. Il est l'un des fondateurs de la Volksunie, qui est l'ancêtre de la NVA. Le VNV comptait 25 000 membres. Puis parlons maintenant du Verdinazo. Celui-ci fut créé par Joris van Severen en 1931. Il avait les mêmes objectifs que le VNV. Cette formation politique au départ fut anti-belge, ne voulant pas participer aux élections, et puis par la suite, l'organisation s'est dotée d'une milice, même si l'association affiche des positions royalistes et neutralistes au départ. Joris van Severen sera arrêté et exécuté en France en 1940. Par la suite, le mouvement va imploser et la plupart de ses membres vont rejoindre des associations collaborationnistes, à part certains membres qui vont rejoindre la résistance royaliste. Celui-ci comptait 10 000 adhérents. Maintenant, parlons de De Vlag. De Vlag, qui veut dire en flamand le drapeau. Celle-ci fut créée en 1935 par Jeff Van de Wiel. Elle est pour la collaboration culturelle avec l'Allemagne. Elle a une revue qui se nomme De Vlag. Et cette association est concurrente du VNV. Celle-ci arrêta ses activités en 1939 et certains membres allemands issus de l'association vont, durant l'occupation, occuper des postes importants. Elle fait partie intégrante de la SS allemande. L'Allemagne voulait faire de la Flandre un Gau, une division administrative nazie. Et elle utilisait notamment cette organisation pour arriver à ses fins. Jeff Van de Wiel va être gracié en 1963 par un gouvernement de gauche.
Celui-ci comptait 50 000 membres en 1943. Alors parlons maintenant du Parti communiste belge. On dit toujours que le silence est une opinion, et le Parti communiste belge en est un parfait exemple. Entre le 23 août 1939, avec la signature du pacte Molotov-Ribbentrop, et le 22 juin 1941, avec la déclaration de guerre contre l'Union soviétique par l'Allemagne partout en Europe, les partis communistes sont restés attentifs aux ordres de Moscou, comme ce fut le cas en Belgique. Il y eut une cohabitation pacifique entre communistes et fascistes. Même avant la guerre, le Parti communiste belge ne critiquait plus le nazisme, mais évidemment, quand l'opération Barbarossa eut lieu, comme tout gauchiste le fait, le PCB a retourné sa veste et est entré en résistance. Le Parti communiste éprouve une clémence envers les petits collabos après la guerre, selon eux, victimes d'une justice trop sévère. Ça me fait penser aux gauchistes d'aujourd'hui. Les petits collabos me faisant penser aux racailles, extra-européennes aujourd'hui, qui préparent le terrain pour les grands collabos, qui sont les lobbies islamistes aujourd'hui et autres lobbies du tiers-monde qui sont en train de nous envahir. En tout genre, tous ces lobbies en tout genre qui vont détruire l'Occident et le monde blanc aujourd'hui. Parlons maintenant du gouvernement belge en exil à Londres. C'est un gouvernement national composé des trois grands partis de Belgique, le Parti ouvrier belge, le Parti libéral et catholique. Il y a eu 18 ministres, qui fait un chiffre inédit à l'époque. Ce gouvernement en exil obtient des pouvoirs extraordinaires de la part du Parlement. C'est le 28 mai 1940 que ce gouvernement considère que le roi est en impossibilité de régner et donc qu'il aurait, d'après leur dire, failli à ses devoirs constitutionnels, et donc ils invoquent l'article 82 de la Constitution belge, donnant plus de pouvoirs exécutifs au gouvernement. Et cet article, je vais y arriver, et cet article 82 enlevait par conséquent la capitulation politique de l'armée belge. Parlons maintenant des horreurs de l'occupation allemande. Il y eut près de 40 500 prisonniers politiques durant l'occupation de la Belgique et qui n'ont jamais quitté celle-ci. 16 000 prisonniers politiques ont été déportés dans les camps de concentration allemands. Entre 1942 et 1943, près de 25 490 juifs et 353 roms ont été déportés de la caserne d'Aussin à Auschwitz-Birkenau. Le fort de Bredonk fut un fort où 3600 personnes furent enfermées entre 1940 et 1944. Les détenus ont été torturés, privés de nourriture, etc., tout comme dans tous les camps de concentration. Selon l'historien Raoul Hilberg, il y aurait eu 24 000 juifs qui furent tués en Belgique, tandis que selon l'encyclopédie des Holocaust, 28 900 juifs furent tués en Belgique, et donc en Belgique, il y aurait eu 27% de la population juive qui fut exterminée. La population juive en Belgique à l'époque était de 90 000 personnes en 1939. La répression nazie commença à s'intensifier vers la seconde moitié de l'année 1942, quand l'Allemagne imposa le travail obligatoire en Allemagne, mais aussi les défaites militaires et une augmentation significative de la résistance armée. Parlons maintenant des conséquences de la guerre. Au niveau de la résistance, la position des bourgeois après la guerre est renforcée malgré des concessions au niveau social et linguistique. Les mouvements comme la Légion belge et le mouvement national royaliste vont assouplir leur programme politique et vont s'allier à la droite conservatrice et aussi à l'armée secrète, tout en n'ayant pas subi beaucoup de pertes durant la guerre et en ressortant de la guerre avec une certaine respectabilité. Après la guerre, le Parti communiste belge aura un succès électoral en 1946, mais finira pourtant par s'écrouler en 1949. Quelles sont maintenant les autres conséquences de la guerre? Le retour du roi ne va pas se faire directement. C'est à ce moment-là qu'il y aura la question royale, qui va durer de 1945 à 1951, qui va déboucher sur un référendum national. Les gauchistes qui vont, comme à leur habitude, mettre de l'huile sur le feu, faisant presque basculer la Belgique dans la guerre civile. Pendant la période de la libération jusqu'en 1951, c'est le régent qui gouverne. À l'issue du référendum de 1950, même si une majorité de gens ont voté pour le retour au pouvoir du roi Léopold III, 57,68%, il y a eu des disparités régionales
menaçant l'unité de la Belgique et comme le stipule le site spoonconcept.com, je cite 72,2% de oui en Flandre, 48,16% à Bruxelles et 42% Wallonie. Et j'aimerais faire aussi un commentaire ici, c'est qu'il est intéressant de noter qu'aujourd'hui, alors que la Wallonie a tendance à être plus royaliste que la Flandre, parce que la Flandre a tendance à être plus républicaine, à l'époque, c'était la Flandre qui avait tendance à être plus royaliste. Et donc le gouvernement à cette époque-là avait permis au roi de rentrer en Belgique, et c'est là, en 1950, que des manifestations violentes ont éclaté, et en plus de cela, la mort de manifestants a entraîné une grève générale, et de nouveau, les gauchistes veulent, en 1940, comme en 1944, faire une marche pas seulement sur Bruxelles, mais sur le Palais Royal. Bref, ce sont des abrutis qui ne vont absolument jamais changer. Par la suite, le roi Léopold III, très stratégique, renonce à son trône en faveur de son fils, le roi Baudouin, qui régnera à partir du 17 juillet 1951. Il y a eu aussi d'autres conséquences, notamment sociales. Il y a eu la création de la sécurité sociale qui va être mise en place. C'est en 1948 qu'en Belgique, le droit de vote est accordé aux femmes. Cette loi est à l'initiative surtout des efforts du Parti catholique, car le Parti libéral, de même que le Parti ouvrier belge, le Parti socialiste, s'opposait au droit de vote des femmes, car ils considéraient qu'elles voteraient comme leur curé leur disait. Concernant aujourd'hui, ces sales hypocrites de gauchistes sont contents que la majorité des femmes votent pour eux. Ils ne s'opposent évidemment plus au droit de vote des femmes, puisqu'elles votent majoritairement pour eux. Bref, ce sont des hypocrites. Parlons maintenant du nombre de résistants. La Légion belge. Alors évidemment, tous ceux que je vais vous lister maintenant, ce seront des résistants de droite. La Légion belge, 500 membres. Le Mouvement national belge, 15 000 membres. Le Mouvement national royaliste, 8 527 membres. La Phalange, 1100 membres. L'Armée secrète, 54 000 membres. Les Affranchis, entre 500 et 845 membres. L'Armée de libération, 7 200 membres. La Brigade blanche, 3 750 membres. L100, 307 membres. La Légion campinoise, 4 200 membres. L'Organisation militaire belge de résistance, 3 112 membres. Insoumis, 7 000 membres. Le groupe G, 4 000 membres. Le service D, 1 427 membres. Passons maintenant au mouvement de gauche de résistance. Le Front de l'Indépendance, 35 152 membres. Les partisans armés, 13 246 membres. Les milices patriotiques, 22 006 membres. Le réseau Socrate, je n'ai pas pu trouver le nombre de membres. Pourtant, j'ai beaucoup cherché. Le comité de défense des Juifs, je n'ai pas pu trouver le nombre de membres. Pourtant, j'ai aussi beaucoup cherché. Nombre total de résistants, notamment de tous les groupes de résistance que j'ai pu calculer. Alors, les résistants de droite étaient de 110 123, et si l'on rajoute les affranchis, donc le groupe de résistance de droite, qui est soit de 500 membres, donc là on serait en fait à 110 623, et si il comptait 845 membres, nous sommes à 110 968. Et pourquoi en fait les affranchis, ils ne savent pas trop, parce que les historiens ne s'accordent pas exactement sur le nombre de gens qui faisaient partie des affranchis. Parlons maintenant du nombre de résistants gauchistes. Ils étaient du nombre de 70 404. Et donc, si l'on calcule, nous sommes environ à 61%, 39% de gauchistes, donc 61% de mouvements de droite, 61% de gens qui ont été dans des mouvements de droite résistants durant la guerre et 39% pour les gauchistes. Et en fait, ça fait quasiment 60% pour les personnes de droite et 40% pour les gauchistes. Et parlons maintenant du nombre de collabos. Union des travailleurs manuels et intellectuels, qui sont de gauche. 250 000 membres. Même si c'était des travailleurs, le fait de travailler dans cette institution était de la collaboration, et donc c'est d'offrir son travail à l'ennemi. Les Amis du Grand Reich, qui étaient aussi de gauche, 20 500 membres. Donc les collabos gauchistes représentaient
251 500 personnes. Les collabos de droite, Rex, inconnu, je n'ai pas su trouver le nombre de membres. La Légion Wallonne, 7 000 à 8 000 membres. La formation de combat, 4 000 membres. VNV, 25 000 membres. Le Verdinazo, 10 000 membres. Mais je ne les ai pas comptabilisés parce que, comme j'ai pu vous l'expliquer, le Verdinazo s'est effondré avant l'invasion de la Belgique par l'Allemagne. Et donc, tous les membres de cette formation politique de Verdinazo se sont dispersés dans d'autres formations politiques. Et De Vlach avait 50 000 membres. Et donc, le nombre de collabos était de 87 000 personnes qui furent de droite, qui ont collaboré avec l'ennemi. Et donc, il y eut évidemment plus de collabos que ça, mais notamment de tous les groupes de collaboration que j'ai pu calculer, parce que je suppose qu'il y a dû en avoir plus de groupes de collaboration, mais j'ai vraiment beaucoup cherché. Il y aurait eu, d'après tous mes calculs, 338 500 collabos, soit 26% de personnes qui ont collaboré qui étaient de droite, et les gauchistes représentaient 74% des collabos. Et quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de cet instant de belgitude? Et donc, j'ai fait cet instant de belgitude aussi pour vous prouver qu'il n'y a pas que les gentils et les méchants, les choses sont toujours dans le gris. Quand des gauchistes vous expliquent qu'ils ont été dans la résistance et que la droite c'est la collaboration, c'est faux. Quand les gauchistes vous traitent de fascistes ou de nazis, dites-leur, au lieu de jouer à ce jeu de con, arrêtez d'appeler à l'amalgame, car ce sont les premiers qui disent ça qui ne le font pas. Par contre, quand ce sont leurs protégés extra-européens, là le discours change. Ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'aujourd'hui, que les gauchistes, peu importe dans quel pays de l'Occident ils se situent, ils se comportent exactement de la même manière avec les extra-européens, qui malheureusement sont de plus en plus nombreux en Belgique qu'avec l'occupant allemand il y a 80 ans. Et ce fut le cas notamment partout en Europe. Et la conclusion finale, c'est que à tous les soldats, résistants et victimes qui sont tombés face à la tyrannie nazie, qu'ils reposent en paix et que Dieu les bénisse et que Dieu les garde. Vive la Belgique, vive Dieu et vive le roi, et que Dieu nous vienne en aide, ainsi, dans les temps troublés que nous vivons aujourd'hui, et surtout n'oublions jamais que l'union fait la force. Merci pour votre compréhension et surtout que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.